Bonjour Jacques, donc aujourd'hui on va parler du tabac, la plante le tabac. D'où est-ce que vient le tabac et quelle est sa place en fait en Amérique du Sud? Le tabac, c'est la plante médicinale centrale de toute l'Amazonie péruvienne, de l'Amazonie occidentale en général. Ça a une très grande antiquité, puisque dès l'arrivée des Espagnols, la première chose qui va être offerte à Christophe Colomb et à son équipe, c'est le tabac, comme un des présents considérés vraiment importants. Enfin, donc c'était une plante sacrée. Il y a des évidences archéologiques qui montrent que c'est très très ancien, on ne sait pas exactement, mais enfin, c'est certainement des milliers d'années. Le tabac étant utilisé traditionnellement sous différentes formes, aussi bien solides, c'est-à-dire mâché ou inhalé, que liquide, en extrait, en jus, en décoction, en infusion, et également fumé. Ça peut s'utiliser aussi dans les bains de plantes, donc pour faire des massages aussi, on fait des massages avec le tabac, des frottations. Donc c'est une plante qui est une plante très importante et centrale et qui a une particularité, c'est une plante universelle dans le sens où elle peut se combiner avec n'importe quelle autre plante médicinale, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de plantes qui parfois ne peuvent pas se mélanger pour des effets opposés ou pour des effets synergiques qui ne sont pas souhaitables. Là, le tabac peut être combiné avec n'importe quelle autre plante, c'est une des rares plantes avec la coca qui a cette fonction dans la médecine traditionnelle amazonienne. Donc c'est une plante plus importante que l'ayahuasca, plus importante que toutes les plantes de purge. C'est vraiment l'axe central de la médecine traditionnelle amazonienne. Alors justement dans la médecine traditionnelle amazonienne ou ici à Takiwasi, comment on l'utilise le tabac? À Takiwasi, on utilise le tabac sous les différentes formes qui sont indiquées, sauf la forme solide, qui peut s'utiliser également, mais nous n'en avons pas l'expérience, ça ne s'utilise peu dans cette région, sous la forme solide. Ça s'utilise dans d'autres régions d'Amazonie où le tabac est écrasé en poudre et inhalé, c'est-à-dire soufflé à travers des os de certains oiseaux qui sont utilisés comme canules pour une auto-insufflation. On souffle avec la bouche et c'est un tube qui est recourbé. En fait, ce sont deux tubes qui sont joints et on peut se souffler soi-même dans les narines. Ça, c'est une pratique que nous n'utilisons pas parce qu'on n'en a pas suffisamment de maîtrise. Mais on peut l'utiliser, donc ici on l'utilise à Takiwasi, sous la forme liquide, donc les extraits de la feuille, les extraits crus, également donc cuites en décoction ou en infusion, comme plante avec différents effets, d'abord les effets purgatifs, vomitifs, d'expulsion, et on l'utilise également sous la forme fumée, en association avec d'autres plantes, essentiellement avec l'association avec l'ayahuasca, pour tous les actes thérapeutiques, qu'on appelle les insufflations, les sopladas en espagnol, l'insufflation de tabac sur le corps du patient pour harmoniser ses énergies, son corps énergétique. Donc ça, c'est les principaux usages qui sont faits à Takiwasi tout au long du traitement. Et ce sont les thérapeutes qui utilisent le tabac et non pas les patients. Donc les patients ne vont jamais fumer le tabac, puisque accéder à fumer le tabac suppose d'être passé par un travail initiatique où on va d'abord assimiler le tabac sous ses formes solides ou liquides, au cours de diète, au cours de purge, pendant un temps assez long. Et ensuite, une fois qu'on a incorporé en quelque sorte la force du tabac, ses énergies sous cette forme-là, on peut passer à la forme fumée, c'est-à-dire on va passer des énergies féminines, terre et eau, la forme liquide et solide, aux énergies aériennes et de feu, donc fumée, qui sont des énergies du coup masculines. Donc c'est un passage, la gestion des plantes, quelle qu'elle soit d'ailleurs, en particulier les plantes psychoactives, ça fait toujours dans ce processus, d'abord solide et liquide, et ensuite aérien et feu, c'est-à-dire fumée. Ce qui est justement l'inverse du processus occidental habituel. Il faut noter quand même que quand le tabac arrive en Europe, il est d'abord consommé sous forme solide, essentiellement inhalé ou mastiqué. C'était le râpé, le tabac qui était mastiqué, qui était inhalé en mettant un petit peu de tabac dans cette dépression qu'on a ici, qu'on appelle justement la tabatière anatomique, puisque ça servait en fait à priser le tabac. Et puis il y a la découverte très rapidement du tabac sous la forme fumée, c'est cette forme-là qui va prédominer ensuite en Occident, et on a oublié un petit peu le tabac mâché ou inhalé, c'est passé, c'est une prise qui est devenue très secondaire. L'usage du tabac ici est un usage très important, puisque c'est la plante principale
médicale, médicinale, thérapeutique. Et donc, puisqu'on utilise des médecines traditionnelles amazoniennes, évidemment, on va repositionner le tabac comme une plante centrale dans le traitement de Takiwasi. Okay. Est-ce qu'on peut expliquer la fonction du tabac, puisqu'il est compatible avec d'autres plantes aussi dans le processus thérapeutique traditionnel? Pourquoi on utilise souvent le tabac avec d'autres plantes, que ce soit les plantes de diète généralement? Alors, le tabac étant une plante universelle, va s'associer avec d'autres plantes pour potentialiser l'effet de ces autres plantes, essentiellement. Donc, c'est un effet de synergie, de potentialisation. Donc, si on utilise une plante au cours d'une diète, ce qu'on appelle les diètes, donc les isolements de la forêt, avec des plantes de fond qui vont travailler sur les structures psychiques et les structures physiques, le tabac va venir pour potentialiser, augmenter l'effet des plantes qu'on est déjà en train de prendre. Ça, c'est très facile à observer dans la pratique. On voit bien cet effet de potentialisation. Souvent, au cours des diètes, donc des phases d'isolement, quand les patients vont prendre le tabac, il va y avoir vraiment un passage à une autre phase de la diète, un saut qualitatif, un déblocage, et les plantes de diète qui sont prises exactement vont pouvoir travailler beaucoup mieux. Il y a un changement au niveau du psychique aussi de la personne qui fait la diète, qui va pouvoir vraiment entrer plus profondément dans le processus thérapeutique. Ça, c'est vraiment la partie centrale pour ce qui concerne l'ingestion de la part des patients. Pour ce qui concerne l'utilisation fumée, c'est utilisé en continu ici par les thérapeutes, aussi bien au cours des sessions d'ayahuasca que des sessions de plantes vomitives ou d'autres actes thérapeutiques, pour toujours travailler sur le corps énergétique et le réharmoniser après l'ingestion ou l'utilisation de n'importe quelle autre plante ou purge, en servant donc de support entre le corps énergétique du patient et le corps énergétique du thérapeute. Donc la soplada, l'insufflation, c'est l'utilisation du tabac comme support pour pouvoir permettre un échange énergétique entre deux entités, deux corps, donc un patient et un thérapeute, étant entendu que le thérapeute, le guérisseur, est supposé avoir fait un travail suffisant sur lui pour avoir un corps énergétique plus solide, plus équilibré, et donc il va en quelque sorte prendre sur lui les mauvaises vibrations, si j'ose dire, c'est comme ça, c'est-à-dire ce qui ne serait pas correct dans le corps énergétique du patient, et l'assimiler dans son propre corps énergétique. Donc il faut évidemment avoir une préparation, parce que si la personne qui fait une soplada n'est pas préparée à le faire, cette assimilation va la déséquilibrer. On peut très bien identifier, quand on a un peu d'expérience, par exemple si un patient a une grande tristesse, quand on va faire la soplada, on prend cette énergie-là et on sent la tristesse en soi. On sent cette tristesse qu'on a appris du patient. Si on n'a pas résolu un minimum sa dépression, ses aspects de tristesse personnelle, c'est difficile à supporter, puisque ça va réactiver pour le thérapeute sa propre tristesse, par exemple. On pourrait dire ça pour toutes les autres formes de sentiments ou d'émotions qui interfèrent, qui se manifestent dans les déséquilibres du corps énergétique du patient. Donc la soplada est un geste thérapeutique extrêmement important, très efficace. Pour les guérisseurs, traditionnellement, on utilise la soplada pour faire ce geste, mais aussi pour enseigner. Alors il faut voir là que ce n'est pas simplement un support énergétique qui va fonctionner dans un sens, c'est-à-dire du sens du patient vers le thérapeute, c'est aussi du thérapeute vers le patient. Donc le thérapeute, le guérisseur, le chaman, va charger le tabac des énergies qu'il souhaite transmettre à son patient, en particulier donc les chants. C'est une énergie transmise par les chants, les icaros. Donc le thérapeute va chanter, va charger la pipe ou la cigarette de tabac d'une énergie particulière, avec une intentionnalité particulière, et il va incorporer en quelque sorte cette énergie dans le corps énergétique du patient. Donc c'est comme ça que se fait essentiellement la transmission des savoirs. Le premier guérisseur avec lequel je travaillais, qui était très âgé, il ne pouvait pas prendre l'ayahuasca, il était trop âgé pour le faire, m'a enseigné essentiellement à travers les insuffisances de tabac. C'est-à-dire qu'il chantait, il chargeait sa pipe des énergies qu'il voulait me transmettre, et ensuite il soufflait. À la fin même, il était tellement fatigué qu'il ne pouvait plus que chanter, il faisait souffler le tabac par ses enfants. Et moi j'ai pu expérimenter vraiment très concrètement comment, après ces insufflations, la nuit suivante, immédiatement je rêvais, et j'avais des enseignements à travers le rêve. Donc il y avait une transmission d'enseignement qui se faisait uniquement par les sopladas, avec le guérisseur qui transmettait des informations, des connaissances, qui étaient assimilées au corps énergétique, puis après se révéler, en particulier la nuit à travers le rêve, de manière consciente et compréhensible à ma culture, à ma façon d'être, à mon esprit occidental, à ma personnalité.
et avec des changements chaque fois de qualité énergétique de mon corps, et donc de mon psychisme. Donc c'est vraiment un instrument fondamental aussi de transmission des savoirs, qui ne se fait pas de manière verbale, mais qui va se faire directement par l'incorporation des énergies du corps du thérapeute, du chaman, au corps de l'apprenti. Donc c'est un moyen d'échange d'informations qui passe directement sur un niveau énergétique, et qui ensuite va être intégré physiquement, émotionnellement et psychiquement ou consciemment, au niveau de la conscience. Ça c'est une chose évidemment qui est assez déroutante au départ pour les Occidentaux, puisqu'on conçoit assez mal l'introduction de la connaissance qui ne passe pas par le verbe. Et là on peut l'expérimenter, il y a une possibilité de transmettre la connaissance de manière non verbale, sous la forme d'une transmission d'énergie, de contenu et de sens, les chants étant un concentré, si on peut dire, une espèce de structure énergie, où le contenu des paroles est relativement peu important, c'est pas de cette manière-là qu'on comprend, c'est l'intentionnalité du chaman qui va transmettre ce qu'il veut donner comme information à son apprenti, à son élève, à son disciple, et il va l'incorporer. Puis après il laisse faire, ça se fait tout seul, et ça va s'intégrer la nuit même ou les jours qui suivent. Donc on est sur une mode de transmission de l'information, des connaissances, qui est analogique, qui est métaphorique, qui passe par un langage qui n'est pas un langage rationnel, et qui va être directement inscrit dans le corps. Donc cette transmission du chant, des icaros sont considérés comme des structures énergétiques qui ont un contenu, une information, un enseignement, et qui peuvent se transmettre de corps à corps. Donc c'est comme ça que l'icaro a un rôle central dans à la fois dans la transmission de savoir, également dans la guérison, dans la thérapie, puisqu'éventuellement on peut faire cette même opération pour guérir un patient. Et par exemple, si c'est un patient qui a une tristesse, une dépression très importante, lui transmettre des énergies de joie, de tranquillité, de sérénité, donc inscrire ça dans son corps. Donc il s'agit en fait en quelque sorte d'incorporer, d'emboîter, je dirais, presque, le champ, c'est-à-dire la structure énergétique, à travers le tabac qui sert de support, dans le corps énergétique du patient. À tel point que lorsque les choses sont mal faites, ou lorsque le patient ou le disciple, pour une raison ou pour une autre, va interférer avec son corps énergétique parce qu'il n'a pas respecté une diète, parce qu'il n'a pas respecté des règles, eh bien, il va y avoir un décalage, c'est-à-dire que ce corps, cette forme énergie du champ ne coïncide plus, n'est plus emboîté dans le corps énergétique de la personne. Et ça fait mal. Et on ressent des douleurs. Et on entend fréquemment des guérisseurs dire à leurs apprentis ou à leurs élèves ou disciples, tu as mal dans le dos, tu as mal à la tête parce que tes champs sont déplacés. Tes champs ont bougé, ils ne sont plus à leur place. Donc c'est ça qui te fait mal. Donc, le guérisseur va remettre ces champs à leur place à travers des opérations manuelles, donc directement un massage, et en reprenant les champs et en redressant, comme il dit, les champs. Et effectivement, ça peut s'expérimenter, effectivement, dès qu'il va y avoir cette opération, et que de nouveau ces énergies sont emboîtées, sont cohérentes, sont harmonieuses, les douleurs physiques disparaissent. Et le malaise qui peut correspondre sur le plan des émotions, sur le plan psychique. Je sais plus sur quoi enchaîner là. Ok. Par rapport au tabac, donc si je comprends bien, en fait c'est un outil qu'on peut utiliser à partir du moment où le corps est solide et qu'il a été nourri, je dirais, dans la médecine traditionnelle avec d'autres plantes d'abord. On ne vient pas au tabac comme ça. Alors, le tabac est une des plantes les plus importantes et les plus puissantes. Donc ça demande un certain contrôle, une certaine maîtrise. Et le tabac ingéré sous forme liquide, en partie donc soit l'extrait cru de tabac, soit en forme de décoction ou d'infusion, peut avoir des effets visionnaires. Donc susciter des visions et susciter des rêves. Comme toujours, quand on a une plante qui va induire des visions, qui va induire un matériel psychique conscient, parce que c'est déjà une forme de conscience que de rêver, il n'y a pas de dépendance. Donc le tabac ingéré, le tabac bu, dans des conditions adéquates, ne provoque jamais de dépendance. Et non seulement il ne provoque pas de dépendance, mais il va désintoxiquer du tabac qui a été fumé. Donc c'est un moyen de désintoxiquer les fumeurs que d'utiliser le jus de tabac. Ceci dit, le jus de tabac est une substance qui est extrêmement puissante et donc toxique à haute dose. Donc on peut mourir
d'une overdose, je dirais, de tabac bu, ingéré sous forme liquide. Donc ça demande évidemment une certaine maîtrise, de connaître les quantités, les préparations et comment se contrôlent ces prises-là. Traditionnellement, dans un certain nombre de groupes ethniques, indigènes, amazoniens, on donnait au moment de l'initiation aux adolescents du jus de tabac. Et si le jeune adolescent résistait à la force du tabac, on considérait qu'il avait une potentialité pour devenir un guérisseur. Celui qui ne résiste pas au tabac, il doit abandonner cette idée-là parce qu'il n'a pas la force psychique, il n'a pas la solidité suffisante à tout niveau pour pouvoir continuer dans un travail de guérissage. Donc c'était un test essentiel. C'était l'examen de passage en quelque sorte pour voir si quelqu'un avait une vocation possible au niveau thérapeutique. Donc ça c'était une initiation classique qu'on reprend ici de manière plus modeste, puisqu'il ne s'agit pas d'initier des patients qui deviennent des guérisseurs, mais à les faire passer d'un niveau infantile en quelque sorte, ou préadolescent, à une phase adulte. Donc il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du passage d'un statut particulier sur le plan psychique à un autre statut, où il y a la personne se prend en charge, assume un certain nombre de responsabilités, s'accepte comme adulte, s'accepte comme père potentiel, non plus simplement comme le fils de papa et maman, hein, donc passe à un autre statut. Donc le tabac, on va l'utiliser dans toutes les diètes particulièrement, et là on voit effectivement un saut qualitatif dans l'évolution des patients, souvent à partir de la session de tabac. Le tabac a différentes fonctions principales, qu'on peut résumer en disant que l'énergie du tabac, c'est une énergie essentiellement qui correspond aux fonctions psychiques et physiques masculines. Ça veut dire essentiellement que le tabac donne une force, une verticalité, une force à tout niveau, c'est-à-dire une force de volonté, une force de concentration, une lucidité mentale, et va donc protéger la personne également dans une fonction de protectrice. Comme la protection du père, la protection qui n'est pas une protection enveloppante comme celle du féminin et de la mère, mais qu'une protection à distance. Donc les personnes qui vont prendre le tabac dans un premier temps vont généralement éliminer les énergies qui correspondent à l'envers, en quelque sorte, de cela. Donc on va d'abord ressentir de la fatigue, puisque ça donne de la force, d'abord ça va évacuer la faiblesse et la fatigue. Dans un premier temps, quand on prend le tabac, en particulier dans les diètes qui sont assez longues, on va ressentir une grande fatigue, à tel point qu'on a une sensation de poupée de chiffon. La difficulté est vraiment à se tenir droit, à même tenir sa tête droite. On est vraiment complètement affaibli. Et puis une fois que cet effet du tabac, qui est en train de travailler, qui passe dans le sang, qui nous désintoxique et qui nous nettoie de cette fatigue, une fois que cette fatigue est mise, au contraire, on ressent vraiment la force poussée en soi, comme une espèce de poussée de sève. On ressent cette énergie-là, on s'habite de cette énergie-là. Sur le plan psychique, on va d'abord avoir des états d'accélération mentale extraordinaire avec le jus de tabac. On a l'impression qu'on ne pourra plus arrêter la machine, que les pensées s'accélèrent, qu'il y a une foule d'idées qui surgissent dans le désordre, avec un aspect pratiquement de confusion mentale qui en fait est en train d'exacerber et d'éliminer tout cet excès de mental dont on est souvent affecté, nous les Occidentaux. Et dès qu'on va, l'effet d'assimilation du tabac va s'opérer, ou qu'il y a un vomissement, après cette phase-là, on va observer l'inverse, il y a une clarté mentale, les idées sont claires, elles ne se bousculent plus, on est capable de penser une par une les choses, avec une acuité mentale particulière, et avec une lucidité sur ce qui est en jeu dans les processus psychiques. Donc, force, lucidité mentale et protection. Le tabac renforce le corps énergétique, donc protège disons, les mauvaises énergies, pour le dire d'une manière simple, qui peuvent nous agresser dans notre vie quotidienne. Et donc c'est une plante qui est très intéressante, qui est très utile pour les guérisseurs, à cause de ça précisément, parce que ça permet de se protéger de toutes les mauvaises énergies auxquelles ils sont confrontés avec leurs patients, ou avec l'entourage, ou classiquement dans le travail des guérisseurs classiques de l'Amazonie, se protéger contre les agressions d'autres sorciers, et donc tout ce qui est de l'ordre de la sorcellerie ou des attaques maléfiques, intentionnelles d'ennemis chamans ou d'autres tribus ou d'autres groupes. Donc c'est un instrument thérapeutique très important et qui est représenté dans l'imagerie, dans la symbolique amazonienne sous la forme d'un esprit particulier.
les esprits des plantes, c'est-à-dire leur énergie, leur âme, leur intelligence, ce sont des êtres intelligents, ce sont des êtres qui ont une forme d'existence au monde comme entité, peuvent être visualisés à travers les rêves ou à travers les prises d'ayahuasca. Et comment l'être humain va percevoir, va intégrer l'énergie de ces plantes? Par des images qui correspondent à son univers, donc des images symboliques, c'est-à-dire par exemple sous la forme zoomorphe, des formes d'animaux, ou c'est des formes anthropomorphes. Donc l'esprit des plantes, en quelque sorte, cette énergie des plantes va être comprise, va être intégrée par l'être humain à partir de son propre matériel, et donc sous ces formes-là qui sont des éléments classiques de notre entourage, les animaux et les êtres humains. Alors comment est vu le tabac? Bien, le tabac est vu de manière, on peut dire universelle, comme un homme. On n'a jamais vu quelqu'un qui ait visualisé le tabac comme une femme, sous les traits féminins, donc vraiment des caractéristiques masculines, et un homme fort, un homme musclé, donc quelqu'un qui est solide, qui est résistant, qui est costaud, et généralement un noir, c'est-à-dire noir dans le sens où il y a une concentration telle des énergies, qu'il y a une densité d'énergie telle que la personne est visualisée comme étant obscure, mais pas dans une obscurité maléfique ou une obscurité négative, dans le sens d'une densité d'énergie. Et c'est intéressant de voir que des Européens, des étrangers qui ne connaissent absolument pas la culture amazonienne, qui en sont ignorants, en prenant le tabac, peuvent voir, ou en prenant l'ayahuasca, vont visualiser l'énergie du tabac aussi de la même manière. C'est-à-dire que là, on a vraiment affaire à un invariant universel qui n'est pas d'ordre culturel, qui correspond à la perception des archétypes fondamentaux, des perceptions de l'être humain, qui voit une vérité qui s'exprime toujours de la même manière et qui est préculturelle ou transculturelle, qui va dépasser le cadre culturel. Ça nous donne une information très intéressante puisque ça va au-delà de la formation du sujet, de son âge, de son sexe, on voit toujours la même chose. Donc ça c'est le personnage, le noir, musclé et costaud et qui est toujours un homme, représente vraiment de manière figurée, de manière symbolique, de manière métaphorique, qu'est-ce que c'est que le tabac? C'est la force, c'est la puissance, c'est une concentration extrêmement puissante d'énergie. Alors justement, à partir de là, sans vouloir être entrer dans quelque chose de pessimiste, pour faire un peu un rapport à ce qui se passe en Occident, on pourrait dire que c'est une plante qu'on peut utiliser à partir d'une certaine maturité, quoi, et que tout ce qui se passe en Occident, quand on voit les jeunes qui sont à l'école, à 12 ans, qui allument la clope, en signe de rébellion, en fait c'est tout le processus inverse, quoi. On pourrait peut-être souligner aussi en fait que ce qui peut guérir peut aussi détruire, quoi. Et je pense que, enfin, une des choses qui m'a marqué ici en arrivant au Pérou, c'est qu'on ne voit pas pratiquement les gens fumer dans la rue, quoi, ici. C'est très rare. Donc, en Occident, on a une relation au tabac qui est essentiellement le tabac fumé et qui correspond à un besoin de l'Occident. Il y a un besoin de trouver une force, et une force masculine. On a une société qui est relativement féminisante, où l'État est maternant, on est très protégé, surprotégé, tout doit être prévu, le risque zéro, il ne devrait pas y avoir de problème, sinon on cherche un responsable parce que c'est normal qu'il y ait des problèmes. Donc on est dans une société maternante, on est dans un grand utérus duquel on ne devrait jamais sortir, et dans une forme de pensée unique. Dès qu'on commence à s'individualiser, dans le bon sens du terme, dans le sens jungien, d'individuation, de prise en conscience de son unicité, on rentre dans une fonction masculine, pour les hommes comme pour les femmes, parce qu'on là parle de fonction, on ne parle pas de sexualité personnelle et individuelle. Donc nous avons tous besoin de sortir des énergies féminines de la mer, de lesquelles on vient, de la terre et de l'eau, pour passer aux énergies aériennes et solaires, et de feu. Donc c'est un processus qui doit faire un certain ordre. Nous avons l'illusion qu'on pourrait en quelque sorte résoudre ce problème, c'est-à-dire se masculiniser, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire s'incorporer et faire naître en nous nos fonctions psychiques et nos fonctions émotionnelles et spirituelles masculines, en s'incorporant du masculin de l'extérieur. Parce qu'évidemment, un petit truc qui marche pas vraiment, c'est un subterfuge, puis il s'agit de faire naître en nous ces choses-là. Donc, quand on prend le tabac sous la forme liquide ou solide, on va d'abord incorporer ces fonctions masculines dans notre corps et dans nos émotions, donc dans notre matière,
corps et dans notre affect. C'est ce domaine des émotions qui est le domaine de l'eau. Et après avoir fait ça, c'est-à-dire on construit d'abord les fondations, et puis après on construit les murs. Et après on met le toit, et le toit, ben c'est la spiritualité, c'est le monde de la conscience universelle. Ça veut venir qu'après avoir construit le corps et les émotions. Donc avoir incorporé les dimensions du masculin, les fonctions, d'abord dans les choses simples, les choses concrètes, les choses matérielles, et dans notre corps. Ensuite dans nos relations immédiates, donc avoir des relations saines, non fusionnelles, c'est du masculin, on s'individualise, et puis capable de protéger, mais pas dans une protection dans une protection fusionnelle, mais une protection à distance, comme le devrait le faire normalement un bon père vis-à-vis de son enfant, par exemple. C'est-à-dire dans une progression qui soit cohérente. Or, nous, ce que l'on fait, un jeune arrive à l'adolescence, il veut être un homme. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une cigarette et il va fumer. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a l'intuition que la cigarette, c'est quand même du masculin. Et c'est une bonne intuition, effectivement. Et on fume en cachette. Ça, c'est très bien, bon, ça fait partie de la petite initiation. Mais quand on réduit, le problème, c'est que, justement, on va sauter l'étape de l'incorporation du masculin directement dans son corps, c'est réveiller à travers le plan de notre propre masculinité, avec un travail concomitant dans la vie quotidienne, parce que la plante peut nous aider, mais après il faut l'appliquer, ça doit nous enseigner, ça doit nous montrer un chemin qu'il faut mettre en œuvre concrètement. La plante ne va pas nous faire toute notre place. Et là on saute directement, on brûle les étapes de l'incorporation dans le corps, dans la réalité, dans le quotidien, dans les affects, on saute directement au niveau mental et puis spirituel. C'est-à-dire qu'on prétend s'approprier des énergies masculines, des fonctions psychiques et spirituelles masculines, sans faire le travail qui correspond, le travail d'intégration dans le quotidien. Ben, ça fait un désastre, c'est-à-dire que le sujet va, au lieu de pouvoir incorporer cette fonction du tabac psychiquement, spirituellement, et la faire descendre dans son corps, il reste au niveau aérien, au niveau du mental et du psychique, et puis du spirituel, mais non incarné, non enraciné. Et donc avec une dissociation progressive. Alors, tout le monde sait que quand on fume, ben, c'est beaucoup plus facile de penser, de se concentrer, parce qu'effectivement c'est une fonction psychique classique du tabac, cette fonction d'acuité. Simplement c'est une incorporation qui se fait de l'extérieur. Donc une fois qu'on a fini de fumer, qu'on a fini de consommer, on se trouve donc plutôt dans la dépression psychique. C'est-à-dire dans l'inverse, au lieu d'avoir évacué d'abord la confusion mentale pour obtenir une clarté mentale comme dans un processus sciatique, on va stimuler une fausse lucidité mentale. Une fois qu'on termine ça, on rentre dans la confusion, on rentre dans la fatigue. Donc ça fatigue, ça déprime, ça rend un peu confus, on n'a pas les idées claires, alors on a besoin de reprendre notre cigarette pour recommencer. Et puis après, il en faut en prendre 2 et 3, et puis le processus est enclenché. Donc il y a une appropriation un peu prométhéenne de l'énergie du tabac pour se l'incorporer. Ça, c'est le processus de la toxicomanie. C'est-à-dire, je vais m'approprier la force de la plante pour me l'incorporer. Alors que dans l'initiation, on utilise, on demande à l'esprit de la plante de réveiller en nous et de nourrir et de faire naître en nous ce que l'on a potentiellement. Donc faire, par exemple, dans le cas du tabac, faire accéder à cette masculinité qu'on peut avoir en nous. Dans un deuxième temps, on peut fumer parce qu'on a fait naître cela et on a déjà construit, n'est-ce pas, une force du tabac dans notre corps, c'est-à-dire dans notre matérialité, dans notre vie quotidienne, puis dans nos sentiments, et après on peut asseoir cette force du tabac aérienne sur des étages précédents. Qu'est-ce qui se passe quand la personne fume le tabac? Eh bien, elle peut développer un cancer, en particulier du poumon, c'est-à-dire ce qui est l'organe de l'inspiration, pas simplement physique, mais de l'inspiration psychique et spirituelle, de l'inspiration spirituelle. C'est-à-dire qu'au lieu de se nourrir de l'esprit et de la force spirituelle à travers le tabac, on va densifier, non, et on va indifférencier son univers spirituel. Donc physiquement, ça se manifeste au niveau des voies respiratoires, avec une indifférenciation, par exemple un cancer du poumon. Donc au lieu du processus de différenciation, d'individuation progressive, on fait les choses à l'envers et on s'indifférencie dans ces voies spirituelles. Donc ça c'est un enseignement fondamental
de l'Amazonie. C'est-à-dire que nous avons toujours, enfin, nous avons ce réflexe, disons, occidental, de vouloir, en quelque sorte, trouver la réponse à l'extérieur de nous-mêmes. Alors que l'extérieur, les plantes par exemple, ne sont que des supports pour nous trouver nous-mêmes. Et donc nécessitent un rituel. Pourquoi? Pour pouvoir intégrer l'énergie de ces plantes de manière cohérente et permettre que cette énergie, ce pouvoir, cette intelligence aussi des plantes, puisse être assimilée et intégrée. Et donc, si on ne peut pas l'assimiler, eh bien on vomit, on aura de la diarrhée. C'est-à-dire que ça va nous purger jusqu'à ce que vraiment ça puisse incorporer. Alors il est très facile d'observer par exemple comment beaucoup de jeunes filles, par exemple dans notre société occidentale, ont des problèmes avec le masculin, avec la figure du père, les figures paternelles, les figures de l'autorité, ou les petits copains tout simplement. Donc tout ce qui peut représenter le rapport au masculin est problématique. Donc elles vont trouver dans le tabac, de manière intuitive, de manière non consciente, un mec du masculin, qui est là, mais il est à disposition. Je l'ai dans la main, j'en fais ce que je veux. C'est moi qui contrôle. Et s'incorporer ce masculin. Donc elles trouvent le masculin dont elles ont besoin dans un objet, dans une substance. Et quand on voit ces jeunes femmes, très souvent, au bout d'un certain temps, et quand ça devient des vraies fumeuses, on voit des femmes qui se masculinisent, physiquement. Elles finissent par elles-mêmes, elles s'incorporent de l'énergie masculine de manière indue, sans capacité de l'intégrer. Et donc, au lieu de développer des femmes qui développent des fonctions psychiques masculines, ce qui est très bien, puisqu'elles ont besoin aussi comme nous, elles sont sous l'emprise d'un masculin qui les dévoie, qui les déféminise en quelque sorte. Et elles se masculinisent. On pourrait mettre ça en parallèle, de manière opposée, si on veut, avec le féminin de l'alcool, et les fonctions féminines de l'alcool, et comment les hommes, dans ce cas-là, vont boire l'alcool et la petite bouteille comme une femme. Et donc s'incorpore ce féminin, retrouve ce féminin maternant, enveloppant, chaud, hein, qui les enveloppe et dans lequel ils baignent, etc. C'est-à-dire font des formes de régressives et se féminisent. Un petit alcoolique est féminisé, même physiquement. Dans sa voix, les seins peuvent lui pousser, il perd ses poils. Vraiment, il y a une féminisation de l'alcoolique comme il y a une masculinisation de la femme tabagique. Et évidemment, on a l'intuition de ça, puisqu'on voit bien que dans les publicités, quand on représente, quand on fait de la publicité, quand il y a de la publicité sur le tabac, qu'est-ce qu'on représente? On présente le cow-boy de l'Ouest, avec la barbe, le soleil, que des symboles masculins qui invoquent une espèce de prototype, d'archétype du mec, on va dire ça comme ça. Et puis quand on fait de la publicité pour la bière, on représente la blonde, séductrice, enveloppante, la nana, voilà, on va dire ça comme ça un petit peu de manière un peu simpliste. Donc, il y a quelque part, on ne s'y trompe pas, il y a bien une répartition claire de ces rôles. Évidemment, il ne s'agit pas des hommes et des femmes, il s'agit des fonctions masculines et des fonctions féminines qui existent aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc, les substances, les plantes, toutes ces énergies de la nature, tant qu'elles sont, on les approche dans un travail où on s'expose soi-même, on fait une démarche sur soi-même, et donc on va faire ça dans un contexte rituel, en acceptant de se purifier avec ces substances, en particulier le tabac. Dans un deuxième temps, on va pouvoir accéder et découvrir en soi ces fonctions masculines, par exemple, quand c'est le tabac, et les appliquer dans le quotidien. Donc c'est un processus. Donc les plantes nous servent de support, ce sont des alliés, ce sont des amis, ce sont des aides. Mais en aucun cas ne peuvent se substituer à notre propre prise en conscience de ce que nous avons à faire et développer, et le travail et l'effort que ça suppose. Quand on entend ce que tu dis, en fait, le tabac ramènerait un ordre naturel des choses. Et moi j'ai une question là, qui me vient tout de suite. Pourquoi est-ce que finalement, parce que le tabac qui est cultivé ici, c'est un tabac qui vient de la feuille directement, il n'y a pas de transformation. Pourquoi est-ce que finalement le tabac qui est diffusé dans le monde entier
c'est plus du tabac finalement. Qu'est-ce que c'est en fait les cigarettes qu'on trouve dans les magasins, on peut encore appeler ça du tabac? Bon, mais le tabac qui est consommé en Occident, c'est du tabac, il y a deux grandes sources de tabac. Ce qu'on utilise pratiquement maintenant, c'est le tabac virginien, qui est un tabac blond, qui est moins fort que le tabac qui est produit ici en Amazonie. Et le tabac ici produit en Amazonie est un tabac qui a 4 fois plus de substances volatiles que le tabac consommé en Occident. Donc une concentration, on peut bien voir que la substance volatile nous renvoie à l'esprit, à la dimension spirituelle. Donc c'est beaucoup plus dense et concentré. Et il en sent aussi les substances chimiques qui sont rajoutées, qui sont en quantité très importante. Et lors de la combustion, font des opérations de synergie, de synthèse. Enfin bon, ce qui fait qu'une cigarette, il y a plein d'autres choses que du tabac, effectivement. Sans parler maintenant de cette espèce de déviation, quand même intéressant de voir comment en Occident, maintenant, on utilise des blondes, c'est-à-dire qu'on arrive à féminiser le tabac, ou à le sucrer, par exemple, donc tous les tabacs aromatiques. On ne voit jamais un guérisseur utiliser du tabac aromatique, ça n'existe pas, enfin je ne l'ai jamais eu en tous les cas. Et là, il y a une espèce, là on est dans une distorsion un peu de même qu'on pourrait dire que pour l'alcool, dans les alcools forts, il y a ce côté, on essaye de masculiniser, quoi, une liqueur qui est forte, quoi, qui a un cul sec, et il n'y a que les mecs qui consomment ça, quoi, en quelque sorte. Là, enfin à mon sens, on est déjà dans la... On sait plus que c'est très bien que le féminin que le masculin, c'est un grand problème. Non seulement, là encore une fois, il faut le situer non pas au niveau des identités sexuelles, on sait bien ce que c'est un homme et une femme physiquement, on peut le reconnaître, bien que ça devienne parfois difficile, mais on parle là des fonctions psychiques et des fonctions spirituelles. C'est-à-dire que le spirituel aussi, en quelque sorte, est sexué, si j'ose dire. Bon, c'est une manière de le dire, c'est-à-dire qu'il y a une approche de la dimension de l'esprit qui se fait sur des voies différentes, qui doivent aboutir idéalement à l'union, à la conjonction, au mariage, ce qui est représenté dans toutes les cultures traditionnelles comme l'union du féminin masculin, les unions dans les fresques hindoues, le hieros-gamos des Grecs. Donc l'union idéale, parfaite du masculin et du féminin, ça c'est la figure du divin dans son absolu. Mais nous partons d'une identité biologique, féminine et masculine, ensuite d'une identité psychique, qui devrait être en cohérence avec notre identité physique, ce qui n'est pas toujours facile, et ensuite une identité qui doit être spirituelle. Donc il faut aligner tout ça. Alors ça c'est le tabac. Le tabac a cette fonction d'alignement et de mise en cohérence de ces diverses identités, si on sait l'utiliser. Le tabac va être une plante d'enseignement, mais ne pourra jouer sa fonction d'enseignement que si on l'utilise dans un ordre qui est celui de la gestion solide liquidienne, et ensuite, dans un deuxième temps, après une préparation suffisante, dans la gestion aérienne et de feu. Et deuxièmement, avec un rituel qui permet au tabac d'agir jusqu'où il peut agir en nous, jusqu'où il peut être incorporé, et tant qu'il n'est pas incorporable parce qu'on n'est pas prêt, il va jouer sa fonction essentiellement purgative. Alors, ceci est tellement vrai que pour certains groupes ethniques, le nom du chaman, c'est celui qui fume le tabac. Silipiari, c'est celui qui consomme le tabac. Donc là, on voit à quel point c'est un élément central, c'est-à-dire que le chaman s'identifie à celui qui est capable de consommer et de maîtriser le tabac. Force très difficile à contrôler, très puissante, c'est une des substances les plus addictives, tout le monde le sait, parce que c'est une des substances les plus puissantes, que si on n'a pas construit et intégré, incorporé le tabac, c'est lui qui va nous dominer, qui va nous maîtriser, et on tombe dans la dépendance. Est-ce qu'on peut parler un peu du rituel qu'on a, enfin du rituel, du soin que j'ai filmé l'autre jour avec toi, du pasteur Waman, Jacques? Alors, les guérisseurs vont utiliser le tabac également. C'est un aliment essentiel pour eux des esprits. Donc, on va nourrir par exemple les plantes. Avant de couper les plantes, on donne du tabac pour les nourrir au niveau énergétique. Et le guérisseur, le chaman, va incorporer progressivement au cours de son apprentissage et de nombreuses plantes dans son corps. Et va au point qu'il va y avoir une matérialisation dans son estomac d'une substance qu'on appelle
le mariri ou le yachai, qui veut dire savoir en quechua. Donc le savoir est matérialisé dans son corps, ses pouvoirs et ses forces. C'est dans son estomac, il y a une bave, une flemme qui peut régurgiter, et il va le régurgiter en particulier en utilisant le tabac. Donc c'est le tabac qui va nourrir cette matière qu'il faudrait analyser un jour, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais qui est là et qu'on peut voir effectivement physiquement. Il va la nourrir et il peut régurgiter cette bave, cette substance, et avec cette substance, aspirer, suctionner les mauvaises énergies du corps. Alors c'est un processus très mystérieux évidemment, donc qui mériterait beaucoup d'études, mais enfin qu'on peut effectivement observer, et puis qu'on peut vivre. Et on se rend compte à quel point, dans ces cas-là, il ne s'agit pas de simples croyances, mais effectivement de phénomènes physiologiques. On observe en particulier, dans toute l'Amazonie, que l'ingestion du tabac, qui est donc avalée, et non pas inhalée, donc avalée dans le tube digestif, va permettre la régurgitation de ces substances, de cette énergie, en particulier sur la pointe de la langue. Et il y a un certain nombre de chants qui évoquent cet appel des esprits, des plantes qui ont été ingérées sur la pointe de la langue, de manière à pouvoir suctionner, inspirer les mauvaises énergies. Donc la chupada, ce qu'on appelle chupada, c'est une succion des mauvaises énergies. Il existe par exemple un certain nombre d'arts sorciers qui consistent à matérialiser et dématérialiser un certain nombre de substances. Par exemple, les guérisseurs ou les sorciers dans ce cas-là sont capables d'incorporer dans le corps de leur ennemi une substance qui va être envoyée un peu de manière similaire à le dard d'une sarbacane, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est appelé les birotes, c'est-à-dire les flèches ou les dards, ce qu'on appelle des dards magiques. Bon, il faut s'entendre sur le mot magique, mais enfin disons que ce sont des substances qui sont incorporées dans le corps d'une autre personne. Comment ça se fait? Ça se fait au travers d'un support qui sont les animaux. Donc les sorciers utilisent des animaux, en particulier donc des oiseaux et des insectes, qui vont s'approcher de l'ennemi et vont lui injecter en quelque sorte cette énergie qui va s'incorporer dans le corps de l'ennemi ou du guérisseur, si celui-ci n'est pas assez fort. C'est pour ça qu'il est important de défendre son corps énergétique et de l'alimenter toujours avec des plantes et avec en particulier du tabac. Quand cette énergie est incorporée dans le corps de la personne, ça va provoquer une douleur, comme une douleur d'un torticolis ou d'une écharde de bois. Et cette bave, cette substance qui se rematérialise dans le corps, émet en quelque sorte, diffuse dans l'organisme du récepteur des mauvaises énergies. C'est-à-dire perturbations psychiques, troubles du sommeil, pensées suicidaires, pensées de folie, des choses qui sont extrêmement difficiles à vivre et dont je peux témoigner personnellement. Que faire avec ça? Il faut absolument extraire cette substance. Alors pour faire cela, il faut un guérisseur qui est en lui-même suffisamment de cette énergie, de ce malérie, de ce yachai, de cette flemme, qui va le régurgiter avec du tabac en général, pour le faire venir dans sa bouche, et va suctionner. Donc c'est en quelque sorte ce flegme agit en quelque sorte comme un aimant qui va rematérialiser, qui va aspirer comme une éponge qui absorberait ces mauvaises énergies. Donc le guérisseur va recracher et produire cette bave qu'il extrait du corps de la personne. Et on peut vraiment, là c'est une expérience tout à fait clinique qu'on peut répéter, observer à volonté. Dès que cette matière, cette substance, cette bave est rematérialisée et expulsée, il y a une libération de la petite douleur, qui n'est pas le problème important, mais surtout de ce que cette toxine, en quelque sorte, cette toxique, induit sur le plan psychique, sur le plan physique, sur le plan des troubles mentaux, du sommeil. Ça, c'est une libération qui est instantanée et immédiate. Donc le tabac là joue un rôle essentiel, c'est que le tabac va alimenter les énergies que la personne, que le guérisseur possède dans son corps. Il faut voir aussi que le tabac peut alimenter les mauvaises énergies ou les mauvais esprits. Donc un certain nombre de personnes qui ont incorporé des mauvais esprits, il y en a beaucoup en Occident qui ne le savent pas, sont appelées, ont une impulsion à fumer parce qu'elles alimentent
ces énergies dans leur corps. Et donc sont sous la dépendance de formes d'incorporation d'esprit qui exigent leur nourriture et qui vont s'alimenter à travers cette consommation de tabac. Alors ça, il faut vous voir que pour un occidental, évidemment, ce langage-là est tout à fait difficile à intégrer. Cependant, on peut l'observer. Et dès qu'on commence à se resituer dans cette cartographie où il existe des entités, des esprits, ces esprits peuvent être incorporés dans le corps d'un être humain, et ils peuvent être actifs, tout devient cohérent, et on peut l'expérimenter. Donc le tabac est la nourriture essentielle, c'est une nourriture des esprits. Donc, bons esprits ou mauvais esprits. Alors, il faut savoir ce qu'on fait, et là encore, une fois, le rituel est important parce qu'on peut effectivement alimenter les mauvais esprits. Donc jusqu'à certains points, on pourrait dire pratiquement qu'un sujet tabagique est en train de nourrir ces mauvais esprits. Et passe sous la dépendance de ces mauvais esprits. Et il en meurt. Et pour désintoxiquer ce sujet, il faut aller voir quels sont évidemment les mauvais esprits qui l'habitent. Et il faut réintégrer le tabac sous sa forme solide et liquide qui permet de remettre les choses à l'endroit, de le purger de son imprégnation du tabac ingéré sous forme fumée. Donc la première médecine du tabac, c'est le tabac. Dans des usages différents, dans une préparation différente et avec un rituel. Et c'est un problème, un grand problème je crois en Occident, le fait de fumer à cause de cela également, c'est-à-dire l'ignorance du monde occidental de la possibilité d'incorporer en soi des entités et de les nourrir à travers cela. Alors on peut dire du tabac, on peut dire aussi d'autres substances, du cannabis par exemple, qui a aussi des fonctions un peu similaires. Enfin, et le tabac est particulièrement addictif dans ce sens-là parce qu'il est réclamé, si j'ose dire, il nourrit. C'est une puissance, une force spirituelle très très intense, et donc il y a un grand appétit des esprits de pouvoir se nourrir et donc de prendre de la force dans le corps de la personne. Donc il faut bien savoir qui on alimente et qu'est-ce qu'on alimente, et c'est pour ça que toute initiation passe par le tabac au départ pour purger la personne, la clarifier, et ensuite vérifier que son corps est un corps protégé. Alors on peut prendre le tabac et on peut le faire aussi avec des patients par exemple, en infusion très modeste, absolument non dangereuse, de manière à ce qu'il y ait une imprégnation progressive, et on voit bien comment à ce moment-là, les personnes se clarifient mentalement, ont des rêves beaucoup plus clairs et beaucoup plus parlants et beaucoup plus signifiants, et se sentent beaucoup mieux. Mais là encore, toujours et encore, il faut répéter que tout ça se doit faire en respectant certaines règles, qui sont des règles alimentaires, des règles sexuelles, c'est-à-dire dès qu'on va intervenir sur le corps énergétique, tout ce qui touche le corps énergétique, donc l'alimentaire, les odeurs, les relations sexuelles, la fréquentation de lieux qui sont chargés par des mauvaises énergies, c'est pas le moment d'aller se mettre dans une discothèque enfumée avec des gens qui sont sous l'influence de l'alcool, etc. Donc tout ça doit se faire dans un contexte adéquat. Quand c'est dans un contexte adéquat, le tabac est une médecine merveilleuse qui permet vraiment de se structurer psychiquement, d'avoir de la force de volonté, de clarifier son mental, de prendre des décisions, d'enlever la fatigue et de pouvoir grandir sur le plan de l'être intérieur et de la vie psychique et spirituelle. Donc pour conclure, en étant un petit peu optimiste, on peut dire que le tabac aurait un bel avenir en Occident. Si le jour où l'Occident pourrait réintégrer le tabac dans sa fonction thérapeutique, dans sa fonction d'enseignement, puisqu'il va y avoir une clarté mentale et une intelligence du tabac qui peut illuminer ou éclairer notre propre intelligence, en particulier à travers les rêves. Et le tabac serait une grande médecine, est une grande médecine, et pourrait le redevenir, en particulier pour les tabagiques. Donc on a, je crois, tout intérêt à s'y intéresser. Le syndrome de la dépendance au tabac reflète en fait, un grand problème de la société occidentale, l'absence de père, l'absence de vrai masculin. Une faiblesse de la volonté du psychisme de l'évolution dans une société qui a tendance à se désagréger, à se soumettre, à s'uniformiser, où la notion d'individuation
la vraie individuation, pas la rébellion passagère et avec une petite crise caractérielle, non, vraiment l'incorporation de l'identité de soi, d'une quête véritable, d'une recherche authentique, et dans le temps, avec la patience et la durée de ce que ça veut dire, la vie, du sacré, du monde des esprits, du monde divin, le tabac peut jouer une fonction essentielle et très importante. Je crois que là, on a un instrument qui est... Mais il faut aussi du tabac qui soit du tabac sain, afin de ne pas contaminer par des substances chimiques dont on ignore parfois la composition. Donc il y a une potentialité, le monde occidental la saisira-t-il ou pas? L'avenir le dira.